Alors, dans la dernière séance, nous avons vu que si l'intellect agent jouit d'une autonomie propre, c'est-à-dire s'il est séparé et donc éternel, unique et commun à tous, comme le sera aussi, on le verra, l'intellect patient ou passif ou matériel, selon Averroès. Si tel est l'intellect agent, il serait agissant de toute éternité, en tant qu'intellect actif, intelligent, agissant plutôt, en tant qu'intellect agent. Mais alors cela voudrait dire que l'intellect passif, qui reçoit son illumination de l'action de l'intellect agent, serait éternellement passif également, éternellement. Il serait comme, éternel comme l'intellect agent. Mais alors, une autre conséquence, c'est que l'essence et l'imagination, les facultés sensibles d'origine corporelle, deviendraient superflues par rapport aux activités intellectives qui, elles, opéreraient, et opèrent, à vrai dire, dans le cadre de cette doctrine, sans eux. Or, et c'est ce que nous avons vu, ici je résume un peu la conclusion de notre dernière séance, l'expérience montre que ces facultés sensibles, ces activités des sens et de l'imagination sont indispensables pour le sujet pensant. Comment concevoir tout cela ensemble? Les doctrines qui affirment l'unicité de l'intellect agent, donc la doctrine d'Avicenne, ou la doctrine d'Averroès qui affirme l'unité de l'intellect patient, qui est matériel aussi pour lui, on verra pourquoi, ces doctrines mettent en péril l'immortalité personnelle, puisque l'intellect donc n'est plus l'intellect de personne. Ceci explique l'engouement de ceux que j'ai nommés les nouveaux avéroïstes parisiens, représentés par notre ami Jean-Baptiste Brenet, disciple de Alain de Libéra, qui s'inscrivent dans le courant de la pensée post-heideggerienne, et plus précisément de la pensée foucaldienne, de la mort du sujet. Il n'y a plus de sujet pensant. Et donc cela va dans le sens de cet avéroïsme. Pour Avicenne, en ce qui concerne Avicenne, l'âme, se ramenant à sa seule fonction intellective, possède un essai propre, un être propre, distinct du corps. On avait parlé du dualisme avicénien. Il s'agit donc d'un dualisme. L'âme n'est pas unie au corps de manière substantielle, comme la forme substantielle qui constitue la substance avec la matière, mais non sans la matière. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas constitutive de la substance humaine, en tant que telle. Elle lui est donc unie de manière non pas substantielle, mais accidentelle. Elle survient du dehors, elle s'ajoute du dehors. Pour cette raison, cette union, aux yeux d'Avicenne, ne remet pas en cause l'immortalité personnelle de l'âme, pour lui. On verra pourquoi. Et même, va-t-il dire, le dualisme est la garantie de cette immortalité personnelle. Pourquoi? Nous le verrons, la spiritualité et l'immortalité personnelle, dans l'anthropologie avicénienne, s'acquièrent au prix de la rupture, de l'unité métaphysique de l'homme, c'est-à-dire où la substance de l'homme est, pour ainsi dire, coupée en deux, comme on l'a dit. L'âme n'est donc pas, dans cette conception, le fruit d'une génération naturelle, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas en même temps que le corps, comme la forme apparaît en même temps que la matière, puisqu'on ne peut pas concevoir de forme indépendamment de la matière comme Platon. Il faut se rappeler que l'intellect agent émane de tous les intellects qui le précèdent. L'intellect agent, vous vous souvenez, c'est le 10e intellect.
qu'on appelle aussi le dator formarum, on le verra. En tout cas, donc, il est précédé il constitue le 10e intellect d'une série d'intellectuels, d'une série d'intellects qui émanent à partir du premier intellect, qui lui émane de l'un, vous vous en souvenez, qui lui ne peut pas s'intelliger en tant qu'unité pure et nue, car il se dualiserait, si on peut parler de cette façon. Donc l'intellect, le premier intellect, s'intellige lui-même en introduisant la dualité, et avec la dualité, la multiplicité, puisque la dualité, c'est le commencement d'une division. Et si en effet, il y a 10 intellects, le chiffre 10, pourrait-on dire, est un peu symbolique. Parce que dans le fond, il pourrait y avoir une infinité d'intellects qui se diviseraient indéfiniment. En tout cas, du 10e intellect, l'intellect agent, sortent les formes. C'est pourquoi on l'appelle le dator formarum, le donateur, ou le donneur des formes, qui s'allient à la matière, de sorte que ces formes ne sont pas abstraites, c'est-à-dire tirées, extraites de la substance corporelle constituée de forme et de matière. Parce que si, évidemment, la forme constitue avec la matière la substance singulière, intelliger, ça consiste à tirer cette forme en l'extrayant, en l'abstrayant, si vous voulez, de la substance, pour considérer cette forme indépendamment de la matière avec laquelle elle est donnée. Donc, les formes débordent, elles fluent directement du dernier intellect. Et le mot donc fluer, nous le savons, on en met combien il est cher à notre ami Deleuze, puisque justement tout est flux, tout est flux. N'étant pas individué par la matière, mais sorti d'eux, émané de l'intellect agent et émanant en se divisant constamment, car en dehors de l'un, il n'y a que division. La multiplicité, c'est une division. Dès lors que tout sort de l'un. Et chaque forme, chaque âme, puisque la forme, il est question ici de la forme du corps, donc on peut parler de l'âme qui anime, comme toujours, au sens d'animer. Cette âme, cette forme est simple. Elle est simple. En raison de cette simplicité, elle est simple en raison de son immatérialité. C'est la matière qui divise aussi. Donc l'âme gardera toujours l'être qu'elle a reçu au sortir de l'intellect agent. Car elle ne possède pas la puissance de ne pas être. Alors ça, c'est une caractéristique de la forme ici, car une fois qu'elle a reçu l'être de forme, l'être de forme, l'être en tant que forme, forme qui donne l'être en ce sens, et qui fait que l'âme gardera toujours l'être qu'elle a reçu au sortir de la donation de forme de l'intellect agent, et elle ne possède pas, dès lors, dit Avicenne, la puissance de ne pas être, le pouvoir de ne pas être. Elle n'est cependant pas éternelle. C'est ce qui caractérise donc l'aristotélisme avicénien du platonisme, pour lequel, vous le savez, donc la forme de toute éternité, l'idée, n'est-ce pas, de toute éternité, si elle tombe dans le corps de l'homme, c'est par accident, par dégradation, mais en vérité, cette âme est toujours là. L'acte d'être, dit Avicenne, et le pouvoir de ne pas être ne peuvent coïncider simultanément que dans une chose composée de forme et de matière. Parce que c'est la matière qui est puissante de ne pas être, et la forme qui donne l'être. Or, l'âme n'est pas composée. Elle est simple, puisque c'est une substance immatérielle, spirituelle, simple. Raison pour laquelle elle ne peut perdre l'être qu'elle a reçu du 10e intellect.
Et donc ici, il y a une logique assez claire. Avicenne, donc, s'oppose catégoriquement à la préexistence de l'âme, et en même temps, il admet son immortalité. Il rompt, par conséquent, avec la croyance répandue chez les Grecs, selon laquelle ce qui a commencé d'être ne peut continuer d'être indéfiniment. Pour Avicenne, en effet, le fameux principe omne generabile est corruptibile, tout ce qui est engendrable et corruptible, ne vaut que pour les êtres corruptibles, et corruptibles parce que composés de matière et de forme, dans lesquelles se trouve donc, avec la matière, le pouvoir de ne pas être. Or, un tel principe ne s'applique pas à l'âme dès lors qu'elle est simple et reçoit l'être à partir de l'intellect sans être une forme imprimée dans la matière. Oui, c'est ça. Donc la forme n'apparaît pas en même temps que la matière et avec la matière. Oui. Comme chez Aristote, dans l'aristotélisme, l'idémorphisme aristotélicien ne peut pas concevoir la matière indépendamment de la forme et la forme indépendamment de la matière dans une substance constituée qui est individuelle et individuée par la matière. Toute la question de savoir si cette forme a une dimension personnelle et puisqu'elle n'est pas individuée par la matière. On verra ça. Avicenne, toutefois, ne résout pas la question posée par le principe inverse, à savoir selon lequel omne incorruptibile est ingenerabile. C'est l'inverse de tout à l'heure, tout ce qui est incorruptible est inengendrable. Or, c'est précisément le cas de l'âme, issue d'un processus d'émanation nécessaire et éternel. Malgré cela, donc, Avicenne soutient la création, entre guillemets, puisqu'à vrai dire, il s'agit d'une émanation, d'une création temporelle de l'âme et son immortalité. Donc l'âme n'est pas de toute éternité, donc il n'y a pas de préexistence de l'âme comme chez Platon. Donc cette indépendance ontologique de l'âme qui donc jouit de son être propre, indépendamment de toute matière, et cette relation accidentelle de l'âme au corps, puisqu'elle n'est pas donc unie substantiellement au corps, de cette indépendance, Avicenne tire deux corollaires. Le premier, il est impensable qu'une fois libérée du corps, l'âme puisse être transférée à un autre corps. Là, si, donc, l'unique profit que l'âme pourrait tirer de son union au corps est son individuation, comme dans l'idémorphisme strict. Or, cette individuation est déjà acquise du fait de l'autonomie ontologique de l'âme qui jouit de son propre être. Elle n'a pas besoin pour être, cette âme, d'être complétée, pour ainsi dire, et constituer une substance concrète. Elle existe déjà en tant que telle, individuelle, et c'est pourquoi Avicenne, lui, peut parler d'immortalité personnelle de l'âme. Mais encore faudra-t-il savoir si cela tient, en toute rigueur. Le deuxième corollaire est que le rejet de la doctrine de la résurrection des corps, puisque l'âme, après la mort, jouit déjà de son être propre, qui se suffit à lui-même, une fois séparée du corps, elle obtient sa félicité définitive et éternelle. Vous voyez les conséquences du dualisme. Car en effet, si l'âme ne jouit pas d'une autonomie propre, c'est d'ailleurs, on va voir le problème que ça pose aussi,
À partir du moment où elle est unie à un corps, comment concevoir cette autonomie de l'âme? Bon, nous l'avons déjà vu en ayant considéré la fonction intellective de l'âme qui la définit comme étant immatérielle, mais comment, et Thomas d'Aquin ici va jouer un rôle important, cette âme est une âme qui n'a pas l'unique fonction intellective, elle a aussi une fonction végétative et sensitive tant qu'elle est liée au corps. Mais c'est l'âme de ce corps-ci. Et là, c'est très fort, ça, ouais, c'est très fort. Alors, la question éthique, morale, est liée à l'anthropologie avicénienne, car il ne s'agit plus de la relation entre l'âme et le corps, mais de la relation entre l'âme et sa faculté d'intelliger, de connaître, intelligere, quoi, donc qui garantit l'unité de l'homme, de la substance humaine. Le problème surgit alors de savoir comment concilier la nature de l'âme définie comme forme de la matière corporelle et son activité intellective, laquelle est par définition une activité dématérialisée, quoi, immatérielle. Comment donc ça, c'est aussi le vrai problème auquel s'est heurté Aristote aussi, dans son De Anima. C'est ce qui a suscité d'ailleurs toute l'histoire du commentaire du De Anima. Chez Avicenne, nous l'avons vu, le problème noétique s'inscrit dans le cadre de son dualisme, d'un dualisme anthropologique, donc sur lequel repose la spiritualité et l'immortalité de l'âme, qui pour lui demeure une immortalité personnelle. Encore alors que pour l'avéroïsme, cette immortalité personnelle sera beaucoup plus remise en question. La noétique avicénienne, donc, se caractérise par une première division de l'intellect qui résulte de la situation existentielle, si vous voulez, incarnée de l'âme, qui est une substance spirituelle, tout en étant rattachée à un corps qu'elle dirige, quoi, comme vous vous souvenez, comme le pilote dans son navire. Donc l'âme possède un intellect, donc l'intellect, donc en tant que réalité spirituelle, appelée à une activité intelligible, appartenant au monde intelligible, l'âme, dit Avicenne, pour comprendre ce rapport de l'âme au corps, d'une âme autonome, un corps auquel cette âme est liée, tant qu'elle est liée à son corps. Elle a donc deux fonctions nouvelles, elle se divise en deux, à savoir en un intellect contemplatif, un intellectus contemplativus, capable d'émettre un jugement, une proposition, et qui relève de la nécessité, de la possibilité de ce que cette proposition, ce jugement peut affirmer. Et en tant que substance ayant la maîtrise du corps, donc dirigeant le corps, l'âme est dotée d'un intellect actif, d'un intellectus activus, dont l'objet est l'agir moral. Cette fois-ci, c'est intéressant ici. Et les principes et l'autorité des hommes prudents. La prudence étant cette vertu cardinale, qui permet d'agir, de manière à la lumière de l'intelligence, de l'intellect. L'homme prudent, c'est celui qui agit intelligemment, comme il faut, où il faut, quand il faut, comme il faut. Et donc, ce n'est pas comme ce politicien qui disait « d'abord j'agis, puis après je pense ». Non, donc la pensée et l'action ici sont intimement liées. Donc cette division de l'intellect en intellect contemplatif et en intellect actif est en étroite relation
avec cette doctrine avicénienne que l'on peut appeler la doctrine des deux faces de l'âme. C'est-à-dire, premièrement, une face par laquelle l'intellect regarde le corps, tourné vers le corps qui est au-dessous, hein, vers le bas si on veut, qui doit régir. Et il s'agit alors ici de la vertu active, de l'intellect. Et la deuxième face, c'est la face selon laquelle l'intellect regarde ce qui est intelligible au-dessus de lui. Et donc, à quoi il se soumet. Et c'est là la vertu contemplative. Vous voyez, donc on voit bien ici comment l'intellect, c'est vrai, a deux faces. Et ici, ça remonte assez loin aussi, je ne peux pas en parler. Vous voyez, de cette face tournée vers le bas, vers le corps, la matière, et cette face tournée vers le haut, vers l'intelligible, etc. Dans un mouvement descendant, dans le fond, où elle reste reliée à l'origine, si on veut dire. Et on pourrait ajouter encore une fois une origine sans origine, à la mesure où cette origine, c'est l'un, mais qui n'est pas l'origine, puisque justement le nous est une initiative, si l'on veut, personnelle du nous, mais qui est tout à fait, alors là, mythique, comme on disait, non, parce que cette initiative, n'est-ce pas, du nous, de s'intelliger lui-même, ou plutôt de l'un qui voudrait s'intelliger, mais qui ne peut s'intelliger que de l'intérieur, que de l'extérieur, pour garder son unité pure et nue. Ouais, c'est intéressant de voir. Donc la face intérieure de l'âme, tournée vers l'action, tandis que la face supérieure est tournée vers la contemplation. Ouais. Ces deux faces de l'âme s'opposent entre elles, je cite, car quand la substance de l'âme s'occupe de l'une d'elles, elle doit se séparer de l'autre. Il est difficile de les concilier. La dynamique existentielle de l'anthropologie avicenne consiste dans un détachement progressif des actions que l'âme exerce avec le corps, afin d'arriver à la contemplation du monde intelligible, à laquelle elle est destinée, à laquelle elle aspire, dans le fond, pour l'éternité, quoi, toute éternité. C'est la nostalgie de l'éternel. C'est un titre d'un livre de Ferdinand Alquier de l'époque. Bon, dans chacun de ces intellects, donc, l'intellect contemplatif et l'intellect actif, Avicenne distingue, nouvelle distinction, trois états en fonction du degré de potentialité de l'objet visé. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'intellect est en puissance absolue, pure puissance, pure aptitude à recevoir les formes intelligibles, on le reconnaît ici, c'est la matière première, il est équivalent à la matière première, et c'est pourquoi on l'appelle l'intellectus materialis, et c'est bien cet intellect matériel que va retenir Averroès, en critiquant d'ailleurs Avicenne. Quand l'intellect a acquis, donc ici nous avons une première division, vous voyez, l'intellectus materialis, l'intellect matériel. Quand l'intellect a acquis ces premiers principes qui permettent d'intelliger, qui lui permettent d'avancer dans l'acquisition d'autres intelligibles, on dit qu'il a atteint l'état d'intellectus in effectu, c'est-à-dire donc l'intellect effectif, quoi. Il est en train vraiment d'intelliger quelque chose, quoi. Il n'est pas potentiel, il n'est pas en pure potentialité. Une fois qu'il a atteint, troisième degré, une fois qu'il a atteint la perfection et la possibilité parfaite de connaître ou d'intelliger, il reçoit le nom d'intellectus in potentia perfectiva, un intellect en puissance perfective, c'est-à-dire qu'il est, n'est-ce pas, capable de passer de la puissance à l'acte, dans le fond. Ce dernier état de l'intellect présente à son tour, et alors autre division, deux aspects. Le premier, l'aspect selon lequel il ne prête pas actuellement attention aux intelligibles, donc
voyez, il est encore comme les matériels, la matière première, mais ici, il reste tout de même à l'état d'intellect, oui, intellectus in habitu. Et deuxième division, selon qu'il prend les intelligibles comme des objets actuels de sa considération intellectuelle, et alors on l'appelle intellectus adeptus, c'est-à-dire intellect acquis. Bon, l'intellect, bon, si vous voulez, donc il y a ce progrès d'auto, finalement, intellection de soi, on pourrait dire, de l'intellect selon différentes étapes. Mais enfin bon, on va y aller doucement. Donc, vous voyez, pour les néo-platoniciens toujours présents, il faut savoir que pour le néoplatonisme, l'action est toujours une dégradation de la contemplation, une contemplation qui se dégrade, qui va se refroidir, se geler dans la matière finale. Hein. Comment dès lors le produit de cette actualisation progressive de l'intellect humain peut s'expliquer? Eh bien, il faut se souvenir de l'indépendance de l'âme qui jouit de son ordre, de son être propre par rapport au corps, et cela se traduit au niveau, au moment de l'agir, de l'opération, des opérations de l'âme. La saisie des intelligibles, dans ce cas-là, présente alors deux cas, encore une division, selon que la forme à connaître, c'est-à-dire à intelliger, est séparée de la matière ou immergée en elle. Voyez, donc tout ça, vous voyez qu'il faut bien saisir toujours ce rapport entre forme et matière en ayant pour modèle l'illémorphisme aristotélicien, selon lequel pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. Une matière sans forme, c'est la matière première qui est pure puissance. La forme, c'est ce qui vient actuer la substance en s'unissant à la matière. Voyez, et en s'unissant à la matière, elle est individuée. Mais si la forme, l'âme, est autonome, tout en étant rattachée à un corps dans la situation présente de l'homme, dans la condition existentielle de l'homme actuellement, où il a une âme qui est liée à un corps, eh bien cette âme demeure toujours autonome par rapport au corps, et il faudra donc tenir compte de cette double condition de l'âme, soit quand elle est séparée du corps, soit quand elle est associée, liée au corps. Bon, selon cette dernière configuration, Avicenne introduit dans ce dernier cas des modifications considérables dans la doctrine aristotélicienne de l'abstraction. On y a fait allusion tout à l'heure d'ailleurs en disant que la forme n'est pas tirée de la substance en la séparant de la matière intellectuellement. Parce que ne n'oublions pas que l'intellect, l'intellection, l'abstraction, selon Aristote, distingue distingue intellectuellement ce qui est uni substantiellement. Et la forme n'est pas... la forme demeure dans la chose, dans la substance. Elle n'est pas dans l'intellect, comme le sera plus tard chez Kant, par exemple, dans l'intellect structuré a priori, avec tout ce qui permet à l'intellect de créer une forme, qu'on pourrait dire, de connaître indépendamment de la réalité de la chose en soi, qui demeure inconnaissable en tant que chose en soi. Donc, abstraire ici, pour Avicenne, à la différence de ce que l'on vient de dire, ne signifie plus extraire le noyau intelligible présent en puissance, de telle manière que je saisis cette forme pas directement dans le corps matériel, mais dans l'image. Vous voyez, il y a toujours cette triple ascension qui va de la sensation, où, disons, la réalité s'offre au sens dans sa pure présence,
l'imagination qui produit une image qui rassemble toutes les perceptions et unifie les perceptions dans une image, et l'image qui permet à l'intellection de produire un concept unifié et de valeur même universelle. Ici, donc abstraire ne signifie plus alors extraire le noyau intelligible présent en puissance dans l'image en vue de l'élever au niveau d'intelligible en acte, d'intelligibilité en acte, non pas de l'intelligibilité, de ce qui est intelligible en acte. L'intellectum in actu. La considération des images, ici, ne joue qu'un rôle préparatoire. En examinant les images, l'âme se rend apte à recevoir les intelligibles qui émanent du 10e intellect. C'est-à-dire que, voyez-vous, encore une fois, ici, l'image n'est pas constitutive du concept, puisqu'elle vient du corps. Disons, elle prépare la réception des intelligibles qui, eux, émanent de l'intellect, du 10e intellect. Ouais. Donc on reviendra là-dessus parce que tout cela est très fin, très subtil. Comme disait Voltaire des pièces de Beaumarchais, si je ne me trompe, n'est-ce pas, c'est peser des œufs de mouche dans une toile d'araignée. On allait en finesse. Alors cette considération des données sensibles implique une préparation active de la part de l'âme. Oui, c'est l'âme qui se prépare à recevoir. Hein. On avait trouvé un peu cela d'ailleurs chez Amphrodise. Et donc cette préparation demeure insuffisante pour que l'acte d'intelliger, l'acte de connaître intellectuellement, s'effectue réellement, puisque les formes intelligibles ne proviennent pas des images, justement. Ouais, ne proviennent pas des images. Ouais, et donc, ici, ça va arranger un peu les avéroïstes qui diront que bon, la connaissance s'arrête aux images, il faut se contenter des images, on va rester au niveau des images, ouais, et puisque l'intellect n'intellige pas à partir des images. Ouais, il y a donc une sorte de rupture, de coupure entre l'imagination et l'intellection, ouais, qui fait qu'on peut laisser l'intellection maintenant voguer toute seule dans son ciel intelligible, coupé du réel, ouais, et en rester au niveau des images. Ouais. Donc ici, nous avons une conception assez importante et une conséquence assez importante, ouais, de cette vision des choses, quoi. Et c'est bien ce que vont développer nos amis les avéroïstes parisiens. Ouais. Donc Avicenne donc, offre une doctrine très élaborée des puissances sensitives, hein, à partir de là, pour bien distinguer tout ce qui est intellection, tout ce qui est sensation, imagination. Et alors il distingue, alors là ça devient classique, les 5 sens internes, le sens commun, c'est assez aristotélicien déjà, on retrouvera toujours ça un peu chez les aristotéliciens, chez Thomas d'Aquin aussi, le sens commun qui centralise les données des sens externes et qui capte toutes ces données, toutes ces impressions apparentes, n'est-ce pas, cachées, pour les unifier en tant que sens commun. Il saisit tout cela ensemble. Et donc Avicenne considère le sens commun comme la source d'où émanent les facultés sensitives. Toutes les facultés sensitives qui donc ont leur source unificatrice, disons, dans le sens commun. Deuxième sens interne, l'imagination, dont la fonction est de conserver les impressions reçues par le sens commun. Vous voyez, il y a le passage de la sensation à l'imagination. Et ici, il va distinguer à partir de là, encore 3 distinctions, la cogitativa, hein, c'est-à-dire la force imaginative, quand il s'agit d'un animal. Ouais, il y a une force cogitative, dans le cas de l'animal, on verra tout cela, qui combine
en tout cas entre elles, les images conservées dans l'imagination. Voilà, la cogitative, n'est-ce pas, permet de rassembler de conserver toutes les images dans l'imagination. Ensuite, il y a l'estimative, qui appréhende les intentions non perçues par les sens. Ouais. Là, je passe assez rapidement parce que je l'ai connu et puis ça ne nous intéresse pas directement. Troisièmement, la mémoire, de tout ce qui est reçu par l'estimative, grâce à l'estimative. Donc chacun de ces sens donc, est localisé dans différents lieux du cerveau, déjà, et tous ont et tous font référence à des instruments organiques, corporels. Ils ont un organe toujours. C'est la raison pour laquelle ils ne captent jamais une forme entièrement dépouillée donc de la matière des choses sensibles, puisqu'un organe, n'est-ce pas, l'œil saisit les choses colorées, et en sachant que c'est la couleur qui détermine cet objet pour l'œil. Donc l'instrument corporel ou l'organe des sens internes, c'est le renvoi au souffle vital. Ouais. On parlait aussi les esprits animaux, puisque l'esprit c'est un vent, un souffle, et qui anime. Ouais. Les esprits animaux, c'est une force animale qui anime, c'est un élan vital, on peut le dire également. Ouais. Donc dans le centre est le cœur, donc, et qui ensuite donc répartit toute cette vie dans tout l'organisme. Enfin oui, on peut faire toute ici une étude assez poussée quand même, on le voit. Donc tout cela déborde évidemment l'action de l'intellect agent, qui est unique, qui est capable d'accorder à l'âme tout objet dépouillé de leur matérialité. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, l'intellect a pour objet ce qui est dépouillé de sa matérialité, la couleur en tant que couleur, et non l'objet coloré. Ouais. L'unique source de ces formes est toujours la 10e intelligence, le 10e intellect. Ouais. Et je voudrais qu'on en reste là pour le moment et passer aux questions si vous en avez.